Tu es sûr qu'elle peut m'aider? Sans aucun doute. C'est une pro, tu peux me croire. Ouais, si tu le dis. C'est pourquoi. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Oui, je tenterai. Qu'est-ce que ce sera pour toi, mon mignon? Eh bien, c'est-à-dire que je voudrais qu'il s'en aille. Oh, c'est comme si c'était fait. Hydra, pipi, caca, toi sous le bras. Heureusement que j'étais là, hein. Ouais, on peut le dire. Allez, viens, on se barre. Salut à tous, bande de gobeurs de bite. Non, c'est pas ça. Nous sommes ici pour vous jouer un mauvais tour. Non, c'est pas ça non plus. Nous sommes ici pour vous parler de vampires. Et j'ai bien dit de vampires et pas de ces lopettes de Twilight, bordel de merde! Comme toutes les créatures que nous allons traiter dans la caverne du troll ici présent, de nombreux doutes subsistent, oui, car figurez-vous que pas mal de personnes croient encore aujourd'hui que la représentation du vampire moderne, comme nous la faisons dans nos petites têtes, existe bel et bien parmi nous. Et vous savez quoi? Je crois effectivement qu'il y en a dans cet appart. Ouais, louche, hein. Alors, sans plus attendre, nous allons nager à travers une mer de sang et des rangées de boyaux purulents afin d'élucider le mystère qui englobe cette créature au teint cireux et à l'avidité sanguine sans conteste. Il est temps de briser la conception actuelle que les gens se font du vampire. Mais avant d'aborder la créature du vampire en tant que telle, il est important de définir ce qu'est un vampire. Le vampire est un mort-vivant qui se nourrit du sang de ses victimes, afin d'une part d'être immortel et d'autre part d'élargir sa communauté par contamination. Le terme vampire n'apparaît qu'en 1732 en France par le biais d'un article de la revue Le Glaneur qui rapporte les faits de la commission Visum et Repertum. Le terme vampire découle de l'allemand der Vampir, qui découle lui-même du roumain vampir, qui signifie chauve-souris. On pourrait remonter plus loin dans l'étymologie du terme, mais tout cela reste assez obscur, et finalement ce que je vous ai expliqué est assez parlant en soi. Évidemment, si ce terme n'apparaît qu'au XVIIIe siècle en France, la figure vampirique est bien antérieure et répandue dans le monde. C'est pourquoi nous allons aborder la notion de vampirisme, terme qui n'apparaît qu'en 1751. Cet acte consiste en l'absorption des fluides d'une proie. Vas-y, bois mes fluides! Vous pouvez tous être la cible d'un être vampirique. Rappelez-vous de vos chaudes nuits d'été où vous dormiez paisiblement, la fenêtre ouverte, espérant attirer une fraîche brise, jusqu'à ce qu'une immonde créature vienne vous pomper le sang. Je parle bien sûr des moustiques. Enfin bon, il est intéressant de constater que dans beaucoup de cultures à travers le monde possèdent une créature proche du vampire. C'est pourquoi je vous propose en premier lieu de faire un petit tour du monde des êtres vampiriques. Commençons par l'Europe, dont la Grèce qui possède une belle panoplie des créatures vampiriques. Les Lamis sont des créatures démoniaques qui possèdent de l'obus une femme avec des griffes acérées, et le reste c'est le corps d'un serpent. Elles aiment hanter les cimetières la nuit pour dévorer les cadavres. Elles ont pour origine Lamia, la fille du roi de Phrygie, qui était tellement belle que Zeus tomba éperdument amoureux d'elle. Et comme elle était phrygienne et pas frigide, Zeus lui fit plusieurs enfants.
Par contre, sa femme, elle était beaucoup plus frigide, Hera. Elle les tua tous. Pour se venger, Lamia se transforma en créature démoniaque, qui depuis chasse et enlève et suce le sang des nourrissons. Les Striges, démons mi-femme mi-oiseau. Elles aiment aussi enlever les nourrissons pour leur sucer le sang. Leur nom leur est donné en raison des épouvantables cris qu'elles poussent durant la nuit. Ensuite, l'Empouze, qui est un démon qui veut prendre plusieurs formes, mais qui préfère prendre celle d'une jeune femme, qui peut attirer les voyageurs afin de leur sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Enfin, une fois la Grèce christianisée, naquirent les Tricolacas. Ce sont des morts qui ont la particularité de garder un corps frais et un sang fluide. Comme s'ils n'étaient jamais morts, en bref. Les Grecs pensaient les reconnaître avec leurs cheveux roux et leurs yeux gris. Ah, l'Écosse, les Highlands, terre de légende. On peut les rencontrer là-bas à Banshee. C'est une femme vêtue d'une robe verte. Elle se déplace souvent en groupe dans des régions désertiques comme les montagnes et les plaines. Elles se nourrissent du sang des voyageurs à travers leurs crocs ou leurs griffes acérées. C'est par ce magnifique exemple que s'achève pour l'instant ce magnifique tour d'Europe des vampires. Partons pour l'Afrique du Nord, où on peut y rencontrer la goule, qui signifie ogre en arabe. On connaît actuellement la goule sous une forme plus occidentalisée, mais en Arabie elle fait office de grand méchant loup de croque-mitaine pour les enfants. En effet, on raconte pas mal de légendes où elle traîne dans les cimetières pour dévorer les cadavres. On raconte d'autres légendes où elle traîne dans les déserts, sous l'apparence d'une belle femme, afin d'attirer les voyageurs et de leur sucer le sang. Sérieusement, humains, qu'est-ce que vous avez tous après les femmes? Pourquoi vous fantasmez autant qu'un démon femelle vous suce? Ah, ok. Dirigeons-nous maintenant plus vers l'extrême-orient, en Inde d'abord, où on peut avoir les Rakshasas, qui ont été créés par la divinité Brahma. Mais, petit souci, à peine ces créatures créées, elles furent tellement assoiffées de sang qu'elles tentèrent de dévorer leur créateur. On les décrit souvent comme laids, féroces, armés de griffes et de crocs. En Chine, nous avons le Yangshi, qui est un mort-vivant réanimé du fait qu'il garde encore en lui quelques énergies vitales. Sinon, la raison peut être une mauvaise décomposition. Cette créature généralement survit en buvant le sang des humains, mais ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle est dotée de boire le sang de ses victimes à la manière des vampires occidentaux. Il existe divers moyens de les repousser. Branche de pêcher, balai, ou... C'était quoi la suite déjà? Miroir. Ah oui, c'est ça. Mais le moyen le plus efficace reste sans conteste le feu! Terminons notre tour du monde par la civilisation aztèque, située en Amérique centrale. On peut y trouver le Cihuateteo. Il s'agit d'un squelette doté de griffes d'aigle, qui est la réincarnation d'une femme morte durant l'accouchement. On peut rencontrer cette créature la nuit sur les croisements des routes, ou en train de séduire un homme infidèle. Mais cette créature craint aussi la lumière du jour. C'est pour ça qu'elle se déplace la nuit d'un côté. Mais les Aztèques essaient de se débarrasser d'elle en mettant des offrandes au coin des rues pour les retenir assez longtemps pour qu'elles succombent aux lueurs du jour. Maintenant que nous avons pu faire un petit tour d'horizon des créatures vampiriques du monde, revenons maintenant en Europe centrale, où s'est forgé le mythe moderne du vampire. Les premiers témoignages qu'on peut recueillir concernant des vampires sont datés du XVe siècle. Mais le phénomène s'amplifie de façon alarmante au XVIIIe siècle, où on pourrait recueillir des centaines de témoignages allant de la Serbie à la Lorraine. Ce sont ces témoignages qui forment le mythe moderne du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous relater le plus important. Rapportons quelques faits troublants. Quand on se décidait à exhumer un cadavre, il y a des cas où le cadavre en question était retrouvé de façon plus ou moins insolite. Certains étaient retrouvés déplacés ou retournés dans leur cercueil. D'autres étaient retrouvés avec leur corps encore frais et leur sang vermeil et fluide, malgré une infâme puanteur. Léo, tu peux me chercher du déo là? Je pense que ça commence à se sentir. J'y vais. Certains étaient retrouvés étrangement avec un filet de sang coulant de la bouche, ou sinon des narines ou des oreilles. Certains même baignaient dans leur sang au fond de leur cercueil. Dernier fait troublant qui participa de façon importante au mythe du vampire, les personnes se promenant dans un cimetière, passant à côté d'une tombe fraîche. Il arrivait que ceux-ci entendent des bruits s'en échapper. Lorsqu'ils réunirent le courage de l'ouvrir, souvent plusieurs jours après, ils découvraient le mort déplacé dans son cercueil, ayant dévoré le linge qui le recouvrait, ou dans le pire des cas, la chair de ses bras. Ce phénomène eut une telle importance que certains écrivains y dédièrent des écrits,
comme Philippe Ross en 1679 avec De Mastication Mortuorum. Actuellement, votre science tente d'expliquer ces événements en mettant en avant des problèmes de décomposition ou les inhumations précipitées. Au XVIIe siècle, un homme fut enterré précipitamment. Durant la nuit, on entendit des bruits émanant de sa tombe. Le lendemain, on l'ouvrit et on le découvrit avec la chair des bras dévorée. Il avait un peu trop abusé d'eau de vie. Autre exemple plus sinistre. Une demoiselle d'Augsbourg tomba dans une telle léthargie qu'on la crut morte. On l'enterra dans un caveau profond sans le couvrir de terre. La nuit venue, on entendit des bruits, mais personne n'y prêta attention. Ce n'est que 2-3 ans après, alors qu'un autre membre de la famille de la demoiselle mourut, qu'on ouvrit le caveau. On la découvrit à l'entrée, après avoir tenté en vain de forcer l'entrée du caveau avec ses ongles. Elle s'était dévoré les doigts de désespoir. Avec un tel terreau surnaturel, il n'est pas étonnant que le mythe du vampire ait tellement prospéré en Europe centrale. De ce fait, je vais vous raconter plusieurs récits. Le premier concernant Monsieur de Vassimon, qui était l'émissaire du duc de Lorraine, Léopold Ier. Il fut envoyé en Moravie, et celui-ci rapportait qu'il était fréquent de voir des vampires en Moravie. Il fit état de récits rapportant des morts qui revenaient subitement auprès des foules, s'asseyant près de leurs proches en désignant un sur la table. Celui-ci mourait dans les jours à venir. Plus précisément, un soldat qui était en garnison à la frontière de la Hongrie prenait le souper chez un paysan, quand tout à coup un homme assez âgé rentra et se mit à table auprès du maître de logis. L'assistant s'était effrayé, mais le soldat n'en comprit pas pourquoi, et le maître du logis était mort le lendemain. Le soldat en fit part à ses supérieurs, qui alertèrent le comte de Cabrera. Celui-ci demanda une commission et accompagna 2 de ses officiers ainsi qu'un chirurgien et un auditeur. Les témoignages recueillis attestèrent que l'homme en question, celui qui était rentré en auberge, n'était autre que le père du maître de logis. Le comte demanda à ce qu'on exhume le cadavre. Celui-ci était retrouvé avec le corps souple et le sang frais, comme s'il venait juste de mourir, alors qu'il y était depuis plusieurs années. Le comte fut décapité et on le remit sous terre. Mais le comte ne s'arrêta pas là, il fit déterrer un autre cadavre, enterré depuis plus de 30 ans. Les témoignages attestèrent que le cadavre en question était revenu à sa maison et qu'il avait sucé son frère, son fils et un de ses valets. Au cou, bien sûr. Une fois exhumé, le comte fit planter un clou dans la tête du cadavre et fut aussitôt enseveli. Dernière chose, le comte fit brûler un vampire qui était mort depuis 16 ans et qui avait sucé à mort. Que celui qui n'a jamais cru en vampire me lance la première gousse. Quoi, je suis tout seul? Eh merde. Créatures légendaires qui animent les folklores les plus extravagants et les superstitions les plus tenaces, on trouve des traces des vampires depuis les mythologies les plus anciennes, et ce jusqu'à nos jours. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'époque, si j'avais croisé un mec au teint blafard et aux yeux rouges, je lui aurais plutôt proposé une petite verveine. Mais à la place de ça, notre chère église chrétienne, je devrais dire chrétienne... Cette blague est déjà périmée depuis le premier épisode. Pardon. Figurez-vous que notre chère église n'avait rien trouvé de mieux que d'enterrer des gens vivants atteints de la peste. Et quoi de mieux qu'un bon bain de boue pour raviver son teint de peau? Je vais volontairement passer donc les explications psychanalytiques et sociologiques que certains éminents scientifiques auraient pu faire à l'époque, et je m'en vais de ce pas m'attarder à un sujet beaucoup plus concret. Comme même. Largement popularisé par le livre The Vampire de John Polidori, comme je peux vous l'indiquer ici, qui participa à créer le mythe du vampire moderne que l'on connaît actuellement, mais certainement le vampire le plus connu est certainement Dracula. Vlad Tepes alias l'Empaler est certainement l'un des 3 vampires les plus connus historiquement parlant. Personnage principal du livre de Bram Stoker est bien intitulé Dracula tout simplement. Stoker nous envoie en pleine figure telle une bifle littéraire, la quintessence de la mode littéraire de son époque, c'est-à-dire une ambiance de roman gothique mêlée à une intrigue à la frontière du thriller et dont l'atmosphère baigne dans le halo de la fiction. Mais parlons peu, parlons pro, le vampire s'est largement popularisé au cours du siècle dernier à l'aide d'un outil fabuleux que l'on nomme 7e art. A la base, Dracula n'était pas, mais l'expressionnisme allemand encore balbutiant réalisait un chef-d'œuvre du genre, je nomme Nosferatu. Car oui, je vous l'accorde, ce grand chauve au regard perçant est censé être un vampire, ou plutôt devrais-je dire un proto-vampire.
Oui, car à l'époque, l'image du vampire était assez instable et fragile. Il faudra donc attendre la venue d'un Bela Lugosi ou d'un Christopher Lee pour incarner au mieux l'image du vampire à la cape rouge, aux cheveux à la gomina et au croc de 3 km de long que l'on connaît si bien. La classe, biatch! Par la suite, bon nombre d'entre nous ont réussi à donner une image à ces macabées avides de tampax usagés, notamment lors du film de Francis Ford Coppola dans les années 90 avec Dracula, encore une fois, et quelle originalité. Et oh mon dieu, quel putain de what the fuck de classe! Je suis désolé de m'attarder sur ce détail, mais Gary Oldman en Dracula a vraiment une classe internationale. Non? Bon bah, passons. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet, je vous invite donc à aller fouiner sur les internets ou dans des librairies spécialisées. Il y a à foison des livres et des films qui traitent du sujet des vampires, ce pourquoi nous allons passer à la suite. Petit erratum, je vous invite à lire notamment la plupart des ouvrages d'Anne Rice et jeter la daube que nous a servi sur un plateau de guano Stephanie Meyer. Et oui, je suis conscient qu'à la suite de cette réplique, je risque de me faire clasher via les internets, mais je n'en ai que faire, je suis un troll en mal de verre. Vampire la Mascarade est un jeu de rôle sorti dans les années 90 et se passe dans un univers gothic punk. Il propose aux joueurs d'incarner un vampire membre d'une des sectes, les deux principales étant la Camarilla et le Sabbat. Ce système avait tendance à motiver les joueurs à poursuivre le but fixé par la secte dont ils faisaient partie. Maintenant on va passer aux jeux vidéo et à une série qui me tient particulièrement à cœur, j'ai nommé Castlevania. Commencée en 1986, la série met en scène la famille Hellbound qui doit affronter tous les 100 ans le Seigneur Dracula. Alors, bande de gros geeks, si vous n'y avez pas encore touché, je parle de la manette bien évidemment, je vous invite de ce pas à tâter de la manette car c'est sans conteste l'un des monuments vidéoludiques du genre. Sachez qu'une bande dessinée scénarisée par Pat Mills et le très talentueux Olivier Ledroit a vu le jour il y a quelques années et prendrait le nom de Requiem, Chevalier Vampire. Mais ne vous fiez pas à son nom cajoleur car elle cache les bas-fonds ténébreux des ténèbres, aux côtés de loups-garous de 3 mètres de haut, de vampires proxénètes, ainsi que de gnomes aux incisives aussi prononcées que celles des castors. Le tout agrémenté d'une bonne dose de cuir moustache. Malgré tout, je vous invite à aller la consulter car outre le fétichisme macabre qu'ont les fondateurs de cette BD pour un sadomasochisme assez prononcé, elle vaut le détour, je vous l'affirme. Non, je ne ferai pas cette rubrique. Allez, vas-y. Non, je te dis. Oh, allez, ça va pas te tuer. Si, justement. Ça fait pas mal, allez. Bon, d'accord. Parlons des séries, de ce que les 20 dernières années ont fait subir à ce bon vieux Christopher et à l'image du vampire. Buffy pour commencer. La série narre les investigations d'une chasseuse de vampires, assistée de ses amis, incarnée par Sarah Michelle Gellar. La belle tombera amoureuse du susnommé Angel au bout de quelques épisodes. Essayant malgré tout de passer outre sa condition de vampire afin de ne pas lui poutrer la gueule avant d'avoir fait la bête à dodo. Ce qui semble logique dans cet ordre-là. Alors sur le papier ça sonne bien, je vous avouerai même qu'il m'est arrivé de la suivre étant petit, mais oh my fucking god, what the fuck! Ça c'est pas un vampire, putain de merde! C'est juste une lycéenne de 30 ans à qui on l'en a injecté trop de botox! Ensuite je pourrais aussi vous parler de Vampire Diarrhée, ou d'ailleurs selon les sources, mais je préfère dire Diarrhée parce que cette série était tellement nulle à chier qu'elle m'a filé une chiasse pas possible pendant plus d'une semaine! Ah, et selon ton contrat, il faut que tu parles de Twilight. Oh putain, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Comment déstructurer le mythe du vampire afin de le transformer en une espèce de vieille poupée en plastique avec option boule disco, j'ai nommé Twilight! Et remercions Stephanie Meyer pour nous avoir pondu cette énorme bouse. Et pour les fans de Twilight qui m'en gardent, je m'excuse à l'avance de mes propos. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, vous l'aurez compris, on va passer à notre émission culinaire préférée. Bonjour à tous et bienvenue dans toute nouvelle émission culinaire, le comptoir des huîtres. Soit tu parles tous comme ça. Oui, je t'assure. Par contre, ça a déjà été pris comme Ah. Bienvenue dans la taverne détruite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recette du vampire farci avec une gousse d'ail dans le... Pour réaliser cette recette à la perfection, c'est très simple. Il vous faut un vampire vivant. Ou plutôt devrais-je dire mort vivant. Il vous faut ainsi un peu de beurre, d'herbe de province et une gousse d'ail aussi grosse que... Mais comment mettons la gousse d'ail très chère? Mais bien c'est très simple, je vais vous faire une petite démonstration. Viens là toi. Viens là je te dis. Viens ici.